Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors j'ai envie de vous parler de communisme et de droits de l'homme, de marxisme et de droits de l'homme. Voilà. Alors, j'ai mon manifeste, on va dire. C'est pas le petit livre rouge. Je suis pas Mao. J'ai mon manifeste en revanche. Euh, donc, la critique marxiste des droits de l'homme, il y en a une, oui. Il y a une critique marxiste des droits de l'homme. Et il y a une critique droit de l'hommisme, on va dire, du marxisme. Souvent, on a des gens qui se revendiquent des droits de l'homme qui critiquent le marxisme. Le problème, c'est qu'ils tombent dans le panneau. Ils tombent dans le panneau parce que leur vision des droits de l'homme est purement libérale. En effet, les droits de l'homme, il faut regarder ce qu'il en est réellement. Hein. On va examiner aujourd'hui, dans une perspective marxiste, on va examiner ce qu'il en est réellement des droits de l'homme, du socialisme et du libéralisme. En introduction, je vais vous dire tout de go la chose. Eh bien, bah, pour Marx, en fait, ce qui est critiquable, c'est que nous avons des libertés de droit, mais à côté, nous avons pas des libertés réelles. En fait, nous avons des droits formels qui n'ont rien à voir avec des droits réels, qui sont pour dire nous donnons des libertés aux gens, mais pas la possibilité même de jouir des dites libertés. C'est la critique marxiste des droits de l'homme, c'est que ça peut être des droits bourgeois, puisque le prolétaire n'a pas le moyen de faire valoir ses droits et d'en jouir pleinement. La différence entre liberté réelle et liberté formelle. On va dire en droits juridiques, sociaux, juridiques, civiques et droits sociaux, économiques. Droit abstrait, droit réel. Bon, vous m'aurez compris. Enfin, liberté réelle, liberté abstraite. Donc, en fait, on va se pencher sur ce qu'il en est des deux déclarations des droits de l'homme. Parce qu'il y a celle de 1789 et il y a celle de 1793. Celle de 1789 qui s'est faite avant la République, hein, et celle de 1793 qui s'est faite pendant la Convention jacobine, montagnarde, 1793. Et c'est pas la même chose. Évidemment, il y a des choses qu'on peut dans les deux cas critiquer. Nous allons d'abord nous y pencher. On va d'abord s'occuper de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Lecture. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des valeurs publiques et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Petite pause, je dirais que d'un point de vue marxiste, je précise, pas par rapport au pseudo-marxiste d'aujourd'hui, on est plutôt matérialiste. Donc en fait, la référence à l'être suprême, enfin, même si c'est une divinité civique, c'est pas top de ce côté-là. Bon.
Mais bon, ça se comprend dans le contexte de la Révolution française. Le culte de remplacement, un culte civique qui remplace l'ancien culte chrétien. L'être suprême. Bon, on commence. Alors, article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La distinction sociale les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Une petite pause critique. On est entièrement d'accord avec ce principe-là. Libre et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ben oui. On est, en fait, nous communistes, on est égalitaires, mais pas égalitaires bêtement. On est méritocrates. On considère à travail égal, salaire égal. C'est ce qu'on se considère. Mais on considère que sous le libéralisme, cette idée de méritocratie, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, elle est fausse. Parce que les capitalistes accumulent la richesse du travail d'autrui et que l'héritage, ce n'est pas une richesse qui est héritée, c'est une richesse que vous recevez d'autrui, comme un privilège en droit, mais seulement là, c'est une richesse matérielle. Donc on est d'accord en principe avec ce premier article. Deuxième article. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ah. Alors la liberté, ouais. On a une conception républicaine de la liberté, quand on est un communiste sérieux. Pas une conception libertaire, bon ça c'est autre chose. La propriété, c'est ce qui pose problème en fait. La sûreté, la résistance à l'oppression, on est pour. Donc la propriété, c'est ce qui pose problème. C'est que nous, communistes, on fait la différence entre propriété privée personnelle, propriété privée d'usage, type ta voiture, ta maison, ton jardin, tes bouquins, tes vêtements, bon voilà, et un type qui possède une usine ou une ferme, la propriété privée lucrative, la propriété privée des moyens de production. Donc en fait, on n'est pas très chaud pour le deuxième article sur le volet propriété. Parce qu'on fait la distinction, on fait une petite nuance entre propriété privée lucrative et propriété privée personnelle. Sachant que pour ce qui est du premier article, ça rentre un peu en contradiction, l'utilité commune, avec, avec un absolu de la propriété privée. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. On est d'accord. Alors on est d'accord, nous communistes, on parle du peuple. Hein, mais on conçoit d'abord la nation parce que, en fait, c'est une question d'échelle. Les communistes sont patriotes, mais ils ne sont pas nationalistes. Donc en fait, si vous voulez, le point de vue communiste sur la nation, c'est d'être pour la nation, puisqu'il faut construire le socialisme, mais éventuellement dépasser la nation. Mais en revanche, à cette époque-là, la nation, c'est le peuple, c'est la société. En l'occurrence, la société française. Et la conception civique de la nation issue de la Révolution, le principe de souveraineté, nous sommes pour faire société. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en est expressément. On est démocrate, nous autres communistes. On est pour l'intérêt général. Seulement, on se rend compte qu'au sein de la nation, il y a une bourgeoisie qui va contre les intérêts de la nation, qui va contre les intérêts du prolétariat, qui lui fait vivre la nation. Les communistes sérieux sont souverainistes. On est pour la souveraineté nationale et populaire. En fait, on est pour la souveraineté nationale, nous autres communistes, par souci pour la souveraineté populaire. Mais on est pour un dépassement du cadre de l'État-nation à long terme. On est pour l'internationalisme, mais nous sommes attachés à la nation d'un point de vue patriotique, d'un point de vue souverainiste, d'un point de vue démocratique.
et d'un point de vue du pragmatisme politique qui est celui de la nation. Donc on est d'accord avec l'article 3 pour l'essentiel. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a pas de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Oui. Ouais. Conception républicaine de la liberté. Euh, il y a des choses qui sont déterminées comme bonnes ou mauvaises pour les individus. Faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. À autrui, mais j'ajouterais à soi-même, parce qu'on ne peut pas laisser des gens se faire du mal à eux-mêmes. Mais oui, la liberté se fait dans un cadre juridique, dans un cadre de l'intérêt de la société, dans le cadre de l'intérêt de la société. Et donc, oui, on est d'accord. Ouais. Euh, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On est entièrement d'accord. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles, de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas. Oui, ça revient toujours à la conception républicaine de la liberté. Il y a un cadre qui définit les libertés et dans l'espace de ce cadre, nous sommes libres. Ouais. Euh, la nation procède les libertés. Une petite parenthèse sur les libertés individuelles. On se méfie de l'aspect marchand, nous autres communistes, l'aspect aliénation, qui peut être utilisé sur les libertés. Par exemple, ce qui nuit, quand je disais nuire à soi-même, je parlais par exemple pour l'exemple de la drogue. C'est une aliénation capitaliste. Mais quand tu nuis à autrui, tu peux nuire à toi-même. En l'occurrence, il y a un contexte. Quoi d'autre Article 6. La loi à l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de la vertu et leur talent. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ça rejoint les principes d'égalité devant la loi, ça rejoint le principe de souveraineté. On est entièrement d'accord. Quel communiste ne défendrait pas l'égalité humaine, l'égalité morale entre les êtres humains, le principe d'égalité morale. C'est un principe universaliste que nous défendons. Oui, exactement. Principe humaniste que nous défendons. Euh, Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans des cas déterminés par la loi et selon la forme qu'elle a prescrite. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Oui, ça renvoie encore à la légalité. Il y a la question du cadre républicain de liberté. Récuser l'arbitraire, mais faire respecter des règles, effectivement. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Oui, c'est le principe d'état de droit, pas de détention arbitraire. Il faut. Ouais, c'est logique, oui. Article 9. Tout homme est étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. S'il est jugé indispensable s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. On est d'accord. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi. Entièrement d'accord. En tant que laïcard, hein, j'ai beau ne pas aimer les religions, hein, j'ai pas envie de les interdire. En revanche, je reconnais qu'elles peuvent troubler l'ordre public. Hein. Euh, enfin, en tant que communiste républicain, je suis attaché au cadre laïque. Quand je précise que cet article, il doit bien être mis en avant. Hein.
pourvu que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et on précise, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public établi par la loi. Les religieux ne troublaient pas l'ordre public. S'arrangeant encore le cadre de la légalité républicaine, hein, de la liberté d'expression, et du cadre de celle-ci, qui est le cadre collectif, en fait. Nous qui sommes collectivistes, on est d'accord avec ce cadre républicain. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On est entièrement d'accord. Défense de la liberté d'expression. Oui, il y a toujours des cadres légaux sur la liberté d'expression. Ça, c'est un débat qu'on devra avoir sur la liberté d'expression un jour. Est-ce que nous avons suffisamment en France de liberté d'expression? Est-ce que certaines lois faites au nom de discours contre la haine, par exemple, ne sont pas des lois de censure qui ne disent pas leur nom? Ça, c'est un grand débat et j'aimerais que la gauche de notre pays se pose des questions sur la liberté d'expression en son sein et dans le débat public. Euh, Ah oui, le point communiste sur la question, hein, c'est qui est très important, c'est bien beau la libre communication des pensées et des opinions. Le problème, c'est que la bourgeoisie, qui a sa libre capacité, qui jouit davantage de cette liberté d'expression par rapport au prolétariat. C'est-à-dire que c'est très bien, il y a une liberté d'expression reconnue. Mais malgré tout ça, eh bien, ceux qui ont les moyens de se faire entendre, c'est toujours les bourgeois, qui possèdent les médias, avec leur pognon. Par conséquent, c'est un beau principe, mais son application effective est un peu gênée par les moyens d'expression. En fait, on est libre de s'exprimer, mais on n'a pas toujours les moyens de la même façon. Et ça, c'est très c'est un angle qui doit être mis en avant. Alors, article 12, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non de l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Effectivement, cadre républicain, on est d'accord. Euh, Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ah, là, je remarque qu'on est en 1789. Ils ont eu la sagesse de dire en raison de leurs facultés. C'est limite de l'impôt progressif. Enfin, c'est un truc, l'impôt progressif, c'est-à-dire un impôt selon votre richesse, vos capacités financières, c'est un truc de gauche. Hein. Parce qu'on n'a pas toujours été égaux face à l'impôt. Enfin, on n'a pas toujours été. L'impôt n'a pas toujours été équitable parce que si quelqu'un de très riche paye le même impôt que quelqu'un de très pauvre, c'est plus à l'avantage du riche que du pauvre. Euh, bon, c'est pas très équitable. Est-ce qu'il y a une égalité bête et méchante? Il y a une égalité réelle, une égalité pragmatique et une égalité géométrique et arithmétique définie par Aristote. Enfin, euh, je referme la parenthèse. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de... enfin, non, article 14, plutôt. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Ça c'est l'aspect démocratique de la chose sur la transparence financière de l'État, puisqu'il paye des impôts. Ouais. Bon, on pourra toujours sortir que la fiscalité, on n'a pas les mêmes intérêts de classe, les bourgeois et les prolos. Donc les citoyens, ouais, hein, si les bourgeois ne veulent pas payer, alors ce qui peut être utile à l'intérêt public. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Principe de démocratie, oui, effectivement. Le citoyen a des droits, le peuple a des droits. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation déterminée, n'a point de constitution.
effectivement, même si on a sorti parfois que certains marxistes ont sorti que la séparation du pouvoir, ce serait bourgeois, ouais, il faut toujours des contre-pouvoirs dans un système démocratique. Faites attention. Article 17, là, ça va piquer parce qu'on ne va pas être trop d'accord. La propriété est un droit sacré, étant un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous condition d'une juste et préalable indemnité. Alors, la formule de la propriété le seul vol qui est de Proudhon, je ne la renie pas en tant que marxiste, même si je déteste Proudhon, hein, soyons clairs. Mais je ne vois pas la propriété comme un... On ne peut pas, sur l'article 17, qui considère la propriété comme un droit inviolable et sacré, nous ne sommes absolument pas d'accord. En revanche, il parle de la nécessité publique légalement constatée qu'il exige. On peut faire des exceptions, mais précises sous condition d'une juste et préalable indemnité. Donc, j'ai pas trop. Enfin, c'est pas terrible pour nationaliser de force une propriété que la bourgeoisie a volée au prolétariat. Puisque la propriété privée lucrative, ainsi qu'une partie du niveau de vie de la bourgeoisie, hein, selon Claire, et qui est issue de cette propriété privée lucrative, enfin une partie de la niveau de vie de la bourgeoisie, carrément tout le niveau de vie de la bourgeoisie, est issue de la propriété privée de l'accumulation de richesses faite par la propriété privée lucrative. Donc en fait, on n'est pas d'accord du tout, hein. On reconnaît un droit de propriété, mais dans certaines limites, nous autres communistes. Donc on ne va pas être d'accord avec l'article 17 de la DDHC. Voilà. Donc il y a 17 articles de la DDHC. Et maintenant, on va s'intéresser à la Constitution du 24 juin 1793, après s'être intéressé à la, oui, la déclaration, enfin, et donc la déclaration des droits de l'homme qu'on retrouve dans la Constitution du 24 juin 1793. Voilà. Bref, la déclaration des droits de l'homme de 1793, puisqu'on a déjà vu auparavant celle de 1789. Alors, on va faire la lecture, hein. Vous allez voir, c'est un peu différent. Il y a des choses qui restent, hein. Il y a des choses, voilà. Alors, Constitution du 24 juin 1793, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont seule cause du malheur du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables, euh, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes de gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur. Le magistrat, la règle de ses devoirs, le législateur, l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'être suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. Article 1. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Donc, évidemment, nous autres communistes, si le but de la société est le bonheur commun, on ne peut qu'approuver. Quels sont les droits naturels et imprescriptibles? Peut-être pas forcément sur la vision, elle est peut-être un peu naïf la vision des droits naturels, étant donné que c'est quand même issu d'institutions. Enfin, il y a une différence, vous savez, en droit entre droit naturel et droit positif. Donc voilà, c'est beau, les droits naturels, mais dans la pratique, c'est un peu naïf. Il y a le droit naturel, le droit positif. Il n'est pas toujours très rationnel, et plus moral dans le droit naturel. C'est par rapport au droit positif. Un peu plus froid le droit positif. Bon. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Naïf.
Suivant le régime politique, bon, tes droits naturels imprescriptibles, ils peuvent soit être maintenus, soit s'en aller. Bon. Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Encore belote, l'égalité d'accord, la liberté oui, cadre républicain de la liberté, la sûreté oui, hein, d'ailleurs on est pour la sûreté vis-à-vis de la criminalité en tant que communiste, mais aussi par rapport au risque de santé, au risque de famine, au risque de mal logement, euh, de maladie, de manque d'hygiène, etc. etc. De sûreté, de santé mentale aussi, voilà, enfin, etc., etc. La propriété, encore ce que je disais, on est pour la propriété personnelle, mais pas la propriété privée. On est pour la propriété privée personnelle, mais pas pour la propriété privée lucrative. Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. On est d'accord pour l'égalité en droit. Bon, on trouve un peu naïf cette vision naturalisante du droit, enfin, mais ça c'est autre chose. Cette vision du droit naturel, on peut la trouver naïve. Voilà. Article 4. La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société. Elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Encore une fois, on est d'accord. Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leur élection que les vertus, que les vertus et les talents. On est entièrement d'accord. Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas au droit d'autrui. Elle est là pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans la maxime ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il se soit euh, tu ne veux pas qu'il te soit fait. On est d'accord dans le principe, oui. L'appel à la nature, on peut le critiquer, mais oui, c'est bien ça. Euh, la sauvegarde par la loi, on est d'accord, oui. Article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière. Le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Oui, on est d'accord. Liberté de conscience. Quand vous parlez liberté de culte, on parle de liberté de conscience, oui. Penser ce qu'on veut. En l'occurrence, bon, comme je l'ai dit, moi, en tant que marxiste, je suis plutôt antithéiste, la fameuse formule de Marx, la religion est l'opium du peuple. Mais dans le cadre, comme on précédemment bloqué, d'un culte qui ne trouve pas leur public, on est d'accord, hein, Article 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. Oui, enfin, encore une fois, ce que j'ai dit sur la propriété, hein. On est contre la propriété privée lucrative, mais pour les propriétés personnelles. Voilà. Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Oui, on est démocrate. Le communisme, c'est le gouvernement collectif. Donc oui, on est d'accord. C'est le gouvernement, on parle. On est pour un gouvernement, pour une dictature de prolétariat, une dictature du peuple, en fait. On est pour le pouvoir du peuple, en fait. Article 10. Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir à l'instinct. Il se rend coupable par la résistance. C'est encore ce qu'on a dit sur le principe de la légalité, oui. Ça ne change pas. Euh, Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudra l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique.
celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. Ah, c'est le principe de droit à l'insurrection. Si contre le gouvernement viole les droits du peuple, son devoir est de pouvoir s'insurger. On est entièrement d'accord. La position glissante, c'est que certains vont pas apprécier le fait qu'il faudrait être pro-arme peut-être pour ça, pour pouvoir repousser par la force des gens qui, eux, sont armés. Il se peut que ça soit une piste révolutionnaire, hein, ça, l'utilisation du port d'armes. Je me méfie un peu des problèmes, cela dit, de sûreté publique, si n'importe qui peut avoir une arme, mais dans le cas d'un droit à l'insurrection, d'un droit et d'un devoir d'insurrection, il se peut que ça soit nécessaire. Après tout, à Cuba, il me semble que les masses sont armées. En cas de tyrannie. Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signaleraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seraient coupables et doivent être punis. C'est ce qui a été précédemment évoqué, on est d'accord. Article 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. D'accord. Article 14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie. L'effet rétroactif donné à la loi serait un crime. Encore une fois, on est contre l'arbitraire, on est d'accord. Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires. Les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. On est d'accord. Les peines proportionnelles au tort fait à la société. Bon, en ce qui me concerne, je suis pour une justice de réhabilitation, une justice réparatrice, c'est-à-dire on fait un délinquant fait une connerie, on peut le faire travailler plutôt que de le faire couper en prison et qu'il devienne encore pire. Le faire travailler pour la collectivité. Article 16. Le droit de propriété, celui qui appartient à tout citoyen de jouir et disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Ah, là, c'est encore. Celle-là, c'est le coup du libéralisme, on ne sera pas trop d'accord. Cet absolu du droit de la propriété privée, on est contre à nos autres communistes. Le droit de propriété, il est contre la propriété, puisque encore une fois, Marx le dit lui-même que c'est le capitalisme qui prive, qui accordant un droit formel de propriété, prive l'essentiel de la population dans les faits de propriété. Marx dit aussi que pour pour la propriété bourgeoise, pour la propriété de la petite bourgeoisie, pour la petite propriété, elle se fait écraser non pas par le collectivisme, mais par la grande propriété. Donc il y a contradiction même dans les faits, dans le réel, quant au droit de propriété. Voilà. Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peuvent être interdits à l'industrie des citoyens. Ça revient encore au libéralisme. Ça, c'est en lien avec la suppression des corporations. Ce qui était un cadre réglementaire qui, bien qu'on le critique, a le mérite de s'opposer au libéralisme total qui a eu lieu par la suite. Les entreprises avaient une réglementation interne pour éviter d'avoir une trop grande concurrence entre les patrons. Les patrons des corporations avaient au Moyen-Âge établi des règles corporatives pour éviter que la concurrence soit trop forte et de se couler entre eux. Et donc il y avait des règles avec une patente à une époque pour entrer dans un métier.
Évidemment, on n'est pas pour le corporatisme, nous autres communistes. Mais on comprend qu'il y a un côté, il y a un arrière-fond assez problématique là-dedans. C'est un arrière-fond économique libéral. Bon, on sera d'accord au fait que les citoyens doivent pouvoir faire un métier qui leur plaît, hein. En réalité, c'est assez hypocrite parce que bon, ils font le métier que leur donne bien leur employeur, hein. Ils font pas, dans l'idéal, ils font pas le métier qui leur plaît, hein, nos citoyens. Et en plus, il faut que ça soit un métier qui soit à la mesure de la capacité de l'individu. Si un individu a envie de... Après, c'est pas vraiment un cadre, c'est plus le réel qui s'occupe, la réalité économique. La réalité aussi de l'emploi lui-même, enfin la réalité du monde du travail, pardon, qui fait qu'en interne, bon, on va pas faire de quelqu'un on va pas faire de plombier qui a même pas son bac, un ingénieur, un truc d'ingénierie ultra poussé en fait, quelqu'un qui est juste plombier. En fait, il faut qu'il ait les compétences. Même si plombier c'est très bien comme métier et très utile, mais il y a un niveau d'études par exemple pour être ingénieur. Pareil, hein, on peut pas quelqu'un qui comme moi est dyspraxique, on va pas lui faire plombier. Mais de toute façon, j'ai pas envie d'être plombier. Donc, mais il y a toujours une sélection, en fait, dans le monde du travail, malgré les règlements internes. Il y a toujours une forme de sélection qui s'opère. Toujours la division du travail, d'ailleurs. Euh, Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. Ouais, on est d'accord. Un homme ne peut pas se vendre. On décompte l'esclavage. Oui, bah, s'il engage ses services et qu'avec le vol de la plus-value, il se fait quand même exploiter, donc d'une certaine façon esclavager ton bonhomme. Donc en fait, il n'a pas le choix de vendre sa force de travail. C'est très naïf en fait l'article 18 du coup. Parce qu'évidemment, ça on condamne l'esclavage, mais l'esclavage salarié, le salariat, en tant que communiste, on est critique de ça, hein. On est critique parce que c'est pas si équitable que ça dans la pratique. Mais on est bien d'accord sur le principe moral. Voilà, donc Euh, article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous la condition de juste et préalable anonymité. On l'a déjà évoqué, on ne considère pas, nos autres communistes, la propriété privée comme supérieure à la dignité humaine, en fait. Et la dignité humaine, quand on autorise la propriété privée lucrative des moyens de production, la conséquence, c'est que, voilà, en l'occurrence, des grands moyens de production. Après, parce que Marx dit lui-même que bon, les petits moyens de production finissent par se faire bien défoncer par le biais de la concurrence. Les progrès de l'industrie en cours, il dit Marx, la petite propriété par la grande. Donc voilà. Article 21. Là, ça devient intéressant. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de social et limite socialiste. Et là, nous, communistes, on se réclame entièrement de cet article 21. C'est-à-dire que si tu peux pas travailler, il faut qu'il y ait une solidarité nationale, il faut qu'il y ait une solidarité. Le socialisme, ça implique ça. Ça implique déjà les défenses des services publics, la défense de ce genre de choses, le droit à la santé, à l'éducation, on le verra plus tard, le droit à l'éducation, euh, à l'instruction, diront certains, euh, peu importe. Euh, le droit à la santé, oui, à l'instruction, ouais. Ben, les allocations chômage pour ceux qui sont cassés un bras, enfin, qui sont blessés, quelques malades, etc. Que l'État puisse, voilà, ceux qui sont porteurs de handicap, hein, on est d'accord avec ce principe-là, le principe de solidarité nationale. Alors,
et soit en leur procurant du travail, ce qui implique, si vous voulez, une part active de l'État dans l'économie, en fait. Si vous voulez, à une époque, on avait parlé d'ateliers nationaux, hein, en évoquant ce droit au travail, cet article 21. Les, il y avait des socialistes qui, à une époque, parlaient d'ateliers nationaux. Il y avait une gauche qui parlait d'ateliers nationaux. On avait un type qui s'appelait Louis Blanc, hein, qui prônait ça. Et dans le cadre de, si vous voulez, le cadre républicain a fait émerger au sein de la gauche des socialistes comme Louis Blanc qui revendiquaient le droit au travail. Donc ceux qui nous sortent que la République serait bourgeoise, elle n'est pas que ça, hein. Il y a eu du libéralisme, mais il y a aussi la naissance du socialisme dans ce cadre. Il y a eu des progrès qui ont été faits au nom de la République. Sur Louis Blanc, je vous mettrai un article du Métron, hein, qui parle de lui. Parce qu'il va falloir, enfin, il va falloir qu'on en parle, hein, du socialisme républicain, de ce genre de choses. On a besoin de ces apports-là, hein. On a besoin de les mettre en avant, ces apports-là, hein. Le droit au travail, ce qui implique une politique d'ateliers nationaux, ce qui implique un rôle actif de l'État, une politique économique de gauche, en fait. Une politique interventionniste dans le domaine économique. Article 22. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Ça rejoint encore la question des secours publics, enfin des services publics aussi. C'est comme la santé, comme la sécurité sociale. On ne parle pas de sécurité sociale dans l'article 21. Eh bien, l'instruction, c'est un droit social. Et c'est un droit social qui est nécessaire au progrès d'une démocratie réelle, en fait. On a besoin d'avoir des citoyens éclairés. Euh, donc oui, là on applaudit ces articles 21 et 22. Article 23. La garantie sociale garantit dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. Encore ce qu'on a dit sur la souveraineté et la démocratie, on est d'accord sur l'article 23. Article 24. Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée. Entièrement d'accord, cadre républicain oblige. Article 25. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Entièrement d'accord, moi en tant que jacobin, le côté république une et indivisible, et avec une démocratie, enfin la souveraineté nationale et populaire, la démocratie, le fait d'avoir un État unitaire comme république, ça j'approuve entièrement. Je suis totalement jacobin sur ces questions-là, enfin de souveraineté populaire, de république indivisible. Entièrement d'accord avec l'article 25.
Et ça, c'est un article 25 c'est un article qui devrait être cher à des communistes sérieux, enfin, comme, en tant que communiste républicain, j'approuve entièrement. Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du peuple souverain assemblé doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Bah oui, c'est liberté d'expression. Oui, enfin, c'est ce que nous, en fait, communistes, on dit. Hein, si vous voulez, Lénine, il disait, lorsque Lénine dit liberté d'expression, totale unité d'action, et bien c'est exactement ça. La République unie indivisible, malgré ça, tout le monde peut avoir son propre avis. Voilà. En fait, Lénine a appliqué à son parti des principes, une conception jacobine de la nation. La conception jacobine de la nation, Lénine l'a appliquée à son parti. Euh, Lénine s'est vraiment inspiré de cette idée-là, de aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais chaque section du peuple souverain doit jouir de droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté, tout comme la souveraineté réside dans le peuple, elle est indivisible, prescriptible et inaliénable. C'est typiquement l'analogie qu'on peut faire, la comparaison qu'on peut faire entre unitarisme républicain et centralisme démocratique. Avec, je pense qu'il faudrait que j'en reparle un jour, toutes les nuances qu'on pourrait peut-être faire sur le centralisme démocratique et sa contextualisation. Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Ah, personnellement, je suis contre la peine de mort. Mais je comprends l'attachement à la souveraineté populaire. Voilà. Que s'accaparer en tant qu'individu la souveraineté. Voilà. On a peur du despotisme. Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Oui, on ne doit pas être dogmatique en fait. Voilà. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, de changer sa constitution. Une génération ne peut pas assujettir à ces lois les générations futures. Oui, il faut éviter le dogmatisme. Il y a peut-être des principes qui doivent être sauvegardés, hein, mais comme on l'a dit, il y a des principes. Et, ça dépend du contexte, ouais. Effectivement. C'est juste ça le propos. Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents. Entièrement d'accord. La citoyenneté au cœur de la démocratie. Cadre républicain, liberté républicaine. En tant que communiste, j'approuve. L'égalité des droits. Article 30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Ouais. Alors, est-ce qu'on parle des fonctions de dirigeants ou est-ce qu'on parle des fonctions de... Est-ce qu'on parle des fonctionnaires qui ont une expérience du métier? Parce qu'après, on ne peut pas élire tous les fonctionnaires. Et il y a des fonctionnaires qui doivent être en exercice sous concours, ce qui demande pas mal de temps. Mais pour ce qui est de nos représentants, nos préfets, maires, sénateurs, députés, ministres, présidents, tout ce que vous voulez, évidemment, il faut éviter qu'on ait affaire à des permanents. Et pour certains ML un peu Stal, vous voyez un peu pour les caricatures de staliniens, nous autres communistes, on veut pas de nomenclatura. Donc on appuie cet article 30 sur ce point-là. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. On veut appliquer ce principe dans les partis communistes. On veut pas de ce qu'on appelle de carriérisme, que certains appellent avec abus de la bureaucratie, mais le terme peut prêter à confusion. Et dans ce cas de l'article 30, ce qui est dommage, c'est que ça peut traiter à confusion
puisqu'il y a des carrières de fonctionnaires qui demandent beaucoup de préparation, des concours administratifs assez importants, et qui n'ont peut-être pas vraiment grand rapport avec les fonctions administratives bêtes et méchantes, on va dire, bêtes et méchantes, certaines fonctions administratives, certains fonctionnaires, avec les fonctions de dirigeants. Il y a des choses assez complexes dans l'affaire, hein, avec les fonctions de chef d'État, hein, ou de personnalité publique, personnalité politique. Celui qui va être travailler dans les bureaux, bon, et les dirigeants politiques, il y a des différences entre un dirigeant politique, un homme politique, un politicien et un administrateur. Donc oui et non, mais surtout oui. Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Ah, ça c'est intéressant. Les délits des mandateurs du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Là, on est dans une conception radicale de la démocratie. Alors, moi, je suis pour le droit à la révocabilité des élus. Je suis pour des élus révocables. Pour le fait de pouvoir révoquer des élus. Et a fortiori, je pense aussi qu'on doit pouvoir les juger. Après, la question qui se pose, c'est déjà le fait certains possèdent des bons copains derrière les avocats, certains hommes politiques, c'est issus de la bourgeoisie, donc ça c'est pas terrible. La bourgeoisie quand elle contrôle la justice, quand on les achète les juges, donc c'est un peu idéaliste du côté là de l'article 31. Disons que est-ce que ça donnerait pas un peu de pouvoir, trop de pouvoir aux juges? C'est une question qui peut se poser, hein. Mais d'un autre côté, ils doivent être complètement égaux devant la loi, nos chers politiques. Sont des représentants du peuple, mais c'est pas des maîtres en fait. C'est pas des gens qui devraient considérer qu'ils sont des maîtres élus par le peuple. Ce sont des représentants. Le mot représentant, d'ailleurs, il parle de mandataire ici, pas de représentant, a toute son importance. Et là, je pense qu'on est plus ou moins dans une conception de démocratie participative, démocratie radicale, semi-directe, si vous voulez. Et là, c'est important. Pouvoir punir les représentants du peuple s'ils font pas leur job. Et promouvoir cette égalité des citoyens devant la loi. On est d'accord. Article 32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. Entièrement d'accord, ça rejoint ce qu'on avait dit sur une démocratie radicale. On ne se contente pas d'élire des gens, on a aussi le droit de poser des pétitions, et je pense que, par exemple, pour ce qui est le référendum d'initiative citoyenne, ça rentre un peu dans ce cadre-là de démocratie forte. Article 33, la résistance à l'oppression est la conséquence des droits de l'homme. Oui, éviter la tyrannie et l'arbitraire, des pouvoirs despotiques, oui, on est d'accord. Article 34, il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Ouais. Article 34, il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Ouais. Ça ressemble pas mal à, chez Marx, l'individualité dans le collectif. Euh,
que je retrouve ça. À la vieille société bourgeoise, avec ses classes et ses oppositions de classe, se substitue une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Ça, c'est l'individualité dans le collectif. Hein, Marx a une conception de l'individu. Donc, quand dans notre Déclaration des droits de l'homme de 1793, on dit il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul des membres de ses membres est opprimé, il y a oppression contre chaque membre lorsque le social est opprimé. On est entièrement d'accord, ça rejoint l'individualité dans le collectif. Il y a, voilà, si vous voulez, nous marxistes, on critique l'individualiste. Et nous communistes, on critique l'individualiste. Euh, on critique l'individualisme. Hein, mais on a une conception, on est quelque part individualiste dans la mesure où on est pour une vision de l'individu, qui est l'individualité dans le collectif. On n'est pas dans un collectif qui serait une forme de ruche, qui ne laisserait aucune place à l'individu. On est pour un cadre collectif qui permet un véritable épanouissement de l'individu. Hein, je répète, une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Vous voyez le parallèle? Voilà. Ah, alors, maintenant, pour finir, l'article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. On est d'accord en tant que démocrate. Ça rejoint ce qu'on avait dit sur le problème du droit du port d'armes. Alors, ouais, enfin, il faudrait déjà que les gens soient capables de, qu'aujourd'hui on soit capable de ne pas être individualiste au sens mauvais du terme, au sens libéral ou au sens communautariste du terme, du sens identitaire du terme, et qu'on soit capable d'être de bons républicains, de bons communistes, de bons universalistes, et ça, enfin, de faire société en fait. Il faudrait qu'on soit capable de faire société pour s'organiser si on veut résister à l'oppression. Mais ça, c'est pas possible, pas trop possible aujourd'hui. Oui, c'est logique. Et il y a tous les problèmes qui sont liés aux armes pour l'insurrection. Mais le principe, c'est qu'effectivement, notre belle liberté démocratique, sur le papier, elle peut toujours nous être supprimée soit par un gouvernant, soit par un tyran qui aurait pris le pouvoir, une oligarchie. Hein, ça, c'est ce que prévoit la conception républicaine de la liberté. Hein, soit par la classe dirigeante, comme le dénonce le marxisme. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on dénonce, nous autres marxistes, c'est que la République est incomplète, en fait. On a complètement nié, hein, dans cette conception républicaine des choses, malgré un certain nombre d'éléments progressistes, on a un peu trop nié le fait que ce n'était pas seulement le gouvernement qui pouvait violer les droits du peuple, mais la classe dirigeante, les possesseurs des grands moyens de production, qui, eux, ont le pouvoir de mettre les gouvernants à leurs bottes, ou même de mettre la société elle-même à leurs bottes en se substituant au gouvernement. C'est pas un problème de ce côté-là.
l'oligarchie au niveau politique et au niveau économique, ben, le capital. Et voilà, cette révolte contre la tyrannie, on l'a, nous autres communistes. La conception républicaine de la liberté, on la comprend. C'est juste que pour nous, communistes, la conception républicaine de la liberté est insuffisante. Elle est bonne, belle, mais insuffisante. C'est pour ça qu'en fait, on doit, on doit essayer de prôner un socialisme qui soit un peu raccord avec ces droits de l'homme, mais capable de les critiquer. Marx a critiqué les droits de l'homme comme liberté factice, comme liberté fictive, dont la bourgeoisie s'est saisie pour prendre l'ancienne place de l'aristocratie, hein, clairement. Et que, grosso modo, le prolétariat a été un peu laissé en plan parce qu'il n'a pas les moyens de jouir de cette liberté. Le problème, c'est que si tu tombes sur un communiste un peu bourrin, ou un socialiste un peu bourrin, qui risque de dire «Oh, on s'en fout des droits de l'homme», bah ça marche pas. Ça marche pas. Et si tu tombes d'un autre côté sur un ultra-libéral qui dit au nom des droits de l'homme va complètement nier les questions sociales, qui permettent leur réelle réalisation aux droits de l'homme, aux droits de l'homme au sens de la dignité humaine, eh ben là ça marche pas non plus. En fait, moi je pense à Jaurès. Je pense à ce Jaurès qui associait socialisme et république dans le même combat. Jaurès disait que le socialisme, c'est la république jusqu'au bout. La perspective, c'était un socialisme humaniste et un républicanisme sincère. Et là, l'une des choses qui doit nous, nous rester à l'esprit en tant que communistes, en tant que socialistes, en tant qu'hommes et femmes de gauche, c'est cette citation de Jaurès. C'est cette belle citation de Jaurès. Au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait des socialistes qui considéraient que ça ne concernait pas les socialistes que l'affaire Dreyfus, que c'était un militaire, un bourgeois, c'était une affaire bourgeoise, qu'on s'en foutait de Dreyfus. Et Jaurès a dit ceci. Nous ne sommes pas tenus, pour rester dans le socialisme, de nous enfuir hors de l'humanité. Nous ne sommes pas tenus, pour rester dans le socialisme, de nous enfuir hors de l'humanité. Et ça, c'est une phrase qui devrait tous nous inspirer. Le socialisme, c'est ce qui doit... Le socialisme et la République, c'est ce qui doit nous inspirer. La République sociale. Nous voulons un socialisme humaniste. Nous ne voulons pas nous faire constamment houspiller, soit comme les... si vous voulez, soit on aura
des communistes qui se feront traiter de staliniens, hein, avec toute la mythologie ou même un fond de réalité sur l'horrible dictateur communiste. Et ça, nous refusons de cautionner, en fait, d'être associés à cette mythologie, en fait, sur la mythologie du stalinisme, puisqu'on peut critiquer ce qui s'est passé en URSS, on peut aussi comprendre ce qui s'est passé en Union soviétique, mais en fait, nous ne sommes pas dans une perspective de régime qui soit dictatorial, arbitraire, hors des droits de l'homme. Nous ne sommes pas des staliniens. Nous autres communistes sérieux, nous autres communistes républicains, nous ne sommes pas des staliniens. Nous ne sommes pas des, nous ne sommes pas des staliniens, des maoïstes aussi, ou voilà, des staliniens, des maoïstes. Nous ne sommes pas des individus qui considéraient qu'au nom de la révolution, on devrait faire fi du droit, de la démocratie, de l'humanisme. Nous ne sommes pas anarchistes, nous considérons que, ou trotskistes, nous ne réduisons pas le droit à des attitudes bourgeoises. Nous ne sommes pas trotskistes, gauchistes ou anarchistes. Nous ne considérons pas que les droits de l'homme ne sont que euh, du droit bourgeois. Hein. Nous considérons qu'il y a des principes moraux à défendre dans le droit, dans les droits de l'homme, qu'il y a des principes moraux à défendre dans les droits de l'homme, sur lesquels on doit s'appuyer. Donc, voilà, contrairement aux staliniens, maoïstes, trotskistes, anards et autres gauchistes, qui feraient fi du droit considéré soit comme oppresseur, soit comme contre-révolutionnaire, bourgeois, enfin, on est autoritaire ou au contraire une preuve de faiblesse. Non, non, nous considérons que c'est une force que les droits de l'homme, que de l'affirmation d'un certain nombre d'éléments moraux dans le socialisme, d'éléments éthiques plutôt, qu'il y a une éthique socialiste humaniste à affirmer. Et nous ne sommes pas non plus des naïfs eurocommunistes qui diraient que le libéralisme est beau, qui nous sortirait que les droits de l'homme devraient être garantis par l'Union européenne, qui est une notion fondée sur le pognon, hein, qui n'a pas de fonction humaniste du tout, hein, qui est plutôt une fonction plutocratique. Cette Union européenne, elle n'en a rien à foutre des droits de l'homme, donc les eurocommunistes sont des libéraux en fait, et que nous ne sommes pas naïfs sur les récupérations que les libéraux ont pu faire des droits de l'homme. Puisqu'effectivement, il y a des éléments de libéralisme dans les droits de l'homme, mais il y a des éléments de socialisme aussi dans son évolution. Hein. J'ai parlé de 1793, d'un certain nombre d'éléments qui ont pu appuyer des argumentaires socialistes, des éléments de développement, des germes de socialisme dans les droits de l'homme. Mais nous ne sommes pas naïfs sur les récupérations que peuvent en faire les libéraux, notamment le droit de propriété. Voilà. Donc j'appuie une conception communiste républicaine sur la question des droits de l'homme. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous donnerai les sources les différentes sources. Là, je vous mettrai un blog sur Jaurès, hein, sur les Dreyfus. Je vous noterai la source du Métron sur Louis Blanc et des sources officielles, hein, des deux déclarations des droits de l'homme et du citoyen, qui sont des sources du Conseil constitutionnel. Hein. Et en attendant, camarades et citoyens, raison égalité, nous vaincrons.